Un matin, je me suis levée, j'ai commencé à pleurer et je ne me suis plus arrêtée pendant un long moment et jusqu'au moment où mon corps, après m'avoir envoyé plein de signaux, m'a lâchée et je me dis que ça aussi, ça a été très violent et en fait, j'aurais pu me laisser un peu de place. 1, 2, 3, 4. La petite voix, la petite voix. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast. C'est parti! Qu'est-ce qui nous pousse un jour à claquer la porte d'une vie bien huilée, celle qu'on s'est construite à la force du poignet, à coups de rêves de jeunesse, d'heures sup, de métro, boulot, dodo? Qu'est-ce qui nous pousse à dire ciao à une vie bien construite, bien rodée, mais qui ne nous ressemble plus? Aujourd'hui, je reçois Valérie, la créatrice du podcast Ciao Paris. Derrière sa voix énergique, il y a une femme qui a traversé une tempête intérieure, un burn-out, puis une longue dépression, un effondrement, et puis lentement, la reconstruction. Bienvenue dans un épisode brut, inspirant et sans filtre. Avec Valérie, nous allons parler de ce matin où les larmes n'ont plus voulu s'arrêter, de ce café brocante studio de podcast rêvé et d'une tribu reconstituée près de Toulouse. Salut Valérie, bienvenue dans La Petite Voix. Salut Herveline, je suis ravie d'être là. Eh ben, moi, je suis ravie de t'accueillir. On fait un épisode de campagne à campagne et ça tombe bien parce que ça va être un peu un des sujets du jour. Donc, toi, tu es dans ta campagne toulousaine, si je dis pas de bêtises. Ouais, en Haute-Garonne, dans un petit village de 2500 habitants. Ok, et puis moi, je suis dans ma petite campagne du Beaujolais. Comment tu te sens là, tout de suite maintenant, dans ta campagne? Alors là, tout de suite maintenant dans ma campagne, je suis assez fatiguée puisqu'on enregistre cet épisode au mois de juin. Et donc j'ai des mois assez éprouvants là derrière moi. Et en même temps, je suis hyper contente de le vivre dans cet environnement-là parce que c'est un environnement qui me fait du bien. C'est un environnement qui soutient. Donc c'est cool. Toi, tu étais une Parisienne, pas pur jus, on va y revenir, mais tu avais une vraie vie parisienne. Il a fallu que tu écoutes plusieurs fois ta petite voix pour réussir à quitter Paris et venir t'installer dans cette campagne. Donc, quand tu parles de te ressourcer dans cet endroit, je comprends la valeur que ça a pour toi quand tu dis ça. Moi, ma petite voix, il a fallu qu'elle me mette une énorme uppercut pour que je daigne enfin l'écouter. Et puis après, elle m'en a remis des petits coups parce que je pense que j'avais pas bien compris. C'est un chemin. Et je la remercie d'avoir fait ça parce que, voilà, c'est à la fois, bon, bah, ça fait mal, hein. Tu te prends un grognon
dans la tronche, ça fait mal, mais ça fait du bien a posteriori. J'étais dans ma petite voiture sur mon circuit, quoi. Il fallait une sortie de route pour que j'avance, en fait, pour que je m'écoute et que j'aille vers des choses qui me correspondaient beaucoup plus, une vie qui me correspondait beaucoup plus. Il ressemblait à quoi ce circuit? Moi, j'ai l'impression que sur le papier, tu avais une vie, est-ce que je peux me permettre de le dire comme ça, de bobo parisienne où voilà, Tellement. tout allait bien, hein? On est d'accord? J'assume. Alors, c'est quoi une vie de bobo parisienne? C'est vrai que j'avais un peu cette vie qui était un peu la vie que je voulais quand j'avais 20 piges. Que je suis arrivée à Paris, moi je voulais être journaliste, je connaissais personne, j'arrivais de Corse, j'avais pas de réseau, je voulais absolument faire ce métier. J'y suis arrivée, j'avais faim, quoi. Je me suis battue, vraiment, je l'ai voulu, cette vie-là. Et j'ai tout fait pour l'avoir. J'ai bossé comme une malade pour l'avoir. Et c'était cool parce que après, j'écrivais, j'étais dans des rédactions, je faisais des interviews, enfin, Oui, c'est ça. Tu étais journaliste dans des ton journalistes dernier. en presse écrite, plutôt dans des magazines féminins. Alors, c'est le hasard qui m'a amenée là, mais moi, au départ, je rêvais de faire des portraits de gens un peu atypiques. Premier rêve, c'était quand j'étais jeune, j'avais 20 piges et je m'étais dit, j'habitais à l'époque à Saint-Germain-des-Prés, dans une petite chambre de bonne, et il y avait plein de personnages comme ça, assez incroyables, qui peuplaient le quartier. Tu sais, ce mec qui distribue Le Monde à la Criée, un clochard qui était toujours devant le kiosque de la librairie La Une, mais toujours avec des bouquins, et il était un personnage vraiment très haut en couleur. Et il y avait aussi ces petites lavandières, tu vois, qui étaient très, très, très âgées, deux sœurs, qui repassaient encore au fer en métal, tu vois, dans la rue juste à côté de chez moi. Et je m'étais dit, en fait, tous ces personnages, enfin, j'avais envie de les rencontrer, qui me racontent leur vie, la vie du quartier avant, pour comprendre pourquoi il avait ce visage-là aujourd'hui, en fait. Et donc, bon, voilà, tu vois, finalement, la boucle, hein. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est hyper drôle. Je ne l'ai pas encore évoqué, mais aujourd'hui, tu es à la tête d'un chouette podcast qui s'appelle Ciao Paris. Tout est dans le titre. Et finalement, cette galerie de portraits, c'est ce que tu fais derrière ton micro. J'adore combien nos rêves d'enfants, on finit toujours par y revenir d'une manière ou d'une autre plus tard. Mais là, quand même, je reviens à ta vie. Tu es journaliste dans la presse féminine, ce qui est un peu quand même pour moi, dis-moi si je me trompe, c'est un peu le Graal, quoi, quand tu deviens journaliste. Déjà, on sait à quel point c'est un métier où les places sont chères. Donc, comme tu dis, tu t'es battu pour ça. Tu vas bosser dans la presse féminine. Et je crois que tu as aussi bossé pendant 5 ans, c'est ça, chez Psychologie Magazine? Oui, c'est ça. Et puis, donc ça, c'était ta vie professionnelle dans laquelle on entend, tu avais fait ce qu'il fallait pour être là et tu t'épanouissais. Et puis, tu as aussi une vie perso dans laquelle je crois que tu étais plutôt heureuse avec ton mari ou conjoint. Nous, on se rencontre voilà, par une série de hasards assez étonnants. On se rencontre quand j'ai 22 ans et depuis, on s'est pas quittés. On a 2 enfants. On a un enfant qui a 15 ans et une petite fille qui a 11 ans. Donc, on habitait à Paris, on a déménagé pour acheter une maison à Saint-Ouen. Et voilà, et là, à ce moment-là, on a déjà un premier enfant, puis ensuite, on a un deuxième. Moi, ça correspond à un moment où, effectivement, on déménage de Paris parce que on a envie d'avoir plus grand. On habite dans un petit appart, on est 3. Bon, voilà, quand je rentrais de vacances, j'avais vraiment l'impression de vivre dans un débarras, tu vois, avec les boîtes de tout ce que tu accumules qui sont empilées. Bon, bref. Du coup, je dis, bon, on déménage. Et c'est vrai que pour moi, le fait de vivre en appart, moi qui ai grandi en Corse, le fait de vivre en appart, c'était compliqué. J'ai besoin d'être de plein pied, en fait. Sinon, j'ai l'impression d'être hors sol. Je dis à Manu, à l'époque, je lui dis, écoute, OK pour déménager. Mais à ce moment-là, si on doit sortir de Paris, parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter dans Paris, je veux une maison. Et donc, pour être de plein pied, quoi. Et il se trouve que, fruit du hasard, on trouve cette maison à Saint-Ouen, dans une petite impasse, super, qui devient Apéroland et où les enfants ont des grosses craies et la rue, il y a sans cesse des arcs-en-ciel, des fleurs et il y a une vraie mixité, ce qui me manquait moi à Paris. Il y a alors des bobos comme nous, tu vois, mais il y a aussi un prof de judo, un ferronnier, quelqu'un qui bosse dans une médiathèque. Enfin, c'est très, très varié, quoi. Et ça me fait du bien, tu vois? Et ce qui me fait bien aussi quand j'arrive à Saint-Ouen, c'est qu'il y a un vrai sentiment d'appartenance territoriale à Saint-Ouen. Les gens se sentent odoniens. Il y a un lien à la ville, donc à la terre, qui moi me parle.
Ça me fait du bien d'être avec des gens qui se sentent appartenir à ce territoire-là, même si c'est pas le mien, mais ça va le devenir. Il y a un autre truc qui me fait du bien aussi, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a tout à coup la pression sociale, elle baisse un peu. Mais je me rendais pas compte quand j'étais à Paris, tu vois. Les gens, ils sont là pour eux. Ils représentent pas quelque chose professionnel ou social. Donc là, vous avez trouvé, la manière dont on parle comme un équilibre en plus, entre la vie pro, la vie personnelle. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tout ça va commencer à se fissurer? Bah, il y a une première expérience, enfin, il y a différentes expériences professionnelles entre, 2013, je dirais, et 2018, qui vont comme ça, un peu me percuter et que je vais pas trop prendre en compte. Plus la naissance de ma fille en 2014, qui a été aussi, éprouvante, enfin, tu vois, d'une certaine façon et ça non plus, tu vois, voilà, je me dis: «Allez, j'avance». Et puis en 2015, je change de job et je suis embauchée dans un grand magazine, spécialisé, dans la psychologie. J'adore ce sujet, ça me passionne, je trouve des gens incroyables, je suis hyper fan de la ligne édito, mais moi, ce que je fais, c'est que je parle de produits cosmétiques, donc de tout ce qui va toucher aux soins de soi. Et donc, il y a cette dimension supplémentaire dans ce magazine où tout à coup, bah, tu vas le mettre en lien avec l'estime de soi, avec d'autres dimensions, on va dire. Et donc, je me dis, bon, bah, c'est OK, mais en fait, pour moi, ça a de moins en moins de sens. Le côté consumériste, en fait, des magazines féminins, ça fait des années que j'en ai marre, mais que je me le dis pas, ou je me le dis, mais oh, je me dis, oh oui, mais en fait, enfin, tu vois, j'arrondis un peu les angles, quoi. Et puis, en parallèle de ça, il y a aussi les attentats. Il y a plein de choses qui font que dans le quotidien, la peur prend le pas, l'inconfort prend le pas, mais je résiste, quoi. Il y a un truc très dissonant entre ma petite bulle à Saint-Ouen, ma petite bulle au bureau et l'environnement extérieur qui tout à coup, ça part en sucette, quoi. Et puis en parallèle, moi, je suis plus alignée avec ce que je fais. Dans mon job, ça me percute. Sauf qu'à ce moment-là, mon mari, lui, il est en train de se reconvertir et donc bah, moi, j'ai un job salarié et du coup, bon, je me dis: «Bah, c'est pas grave» parce que, déjà, je trouve ça super qu'il change de voie, complètement. Tu vois? Il était plutôt dans un métier, financier, il est devenu journaliste, Ah waouh! Effectivement, c'est un grand écart. c'est un grand écart et donc je suis, hyper fière de lui. Moi, ça m'inspire, vachement, ça me fait envie et je le vois, faire et je le trouve hyper courageux. Mais quand même, il faut que je garde mon job, salarié. Un peu chacun son tour, tu vois? Donc pour le moment, c'est pas mon tour, donc je mets un peu de côté toutes ces questions et plein d'autres. Je pourrais aussi trouver des moyens de m'écouter, mais c'est vrai que je le fais pas à l'époque. Ce que j'entends, c'est que tu es aussi prise dans ta vie, donc finalement, il y a peu de place pour toutes ces questions-là, donc tu les mets bien loin de toi. Ouais, mais avec le recul, heu, je trouve que c'est vraiment une connerie. Ça m'aurait pas coûté grand-chose. Alors, j'étais peut-être pas en capacité de le faire ou j'avais peut-être pas les outils pour le faire à ce moment-là. Enfin, ce que ça m'a coûté, c'est qu'un matin, je me suis levée, j'ai commencé à pleurer et je ne me suis plus arrêtée pendant un long moment et jusqu'au moment où mon corps, après m'avoir envoyé plein de signaux, m'a lâchée et je me dis que ça aussi, ça a été très violent et en fait, j'aurais pu me laisser un peu de place. En fait, j'ai pas de regrets, tu vois? Quand je dis: «J'aurais dû», ça fait un peu regret. J'ai pas de regrets, mais en tout cas, ça m'a appris que, quel que soit le tunnel, moi, ça m'enlève rien. Au contraire, bien au contraire, de prendre le temps de remettre, des choses qui me font du bien, de remettre des pauses, de remettre de l'écoute. Parce que là, quand tu expliques qu'en fait, un matin, tu te lèves, tu es en pleurs, et cetera, ce que tu es en train de décrire et cette uppercut que tu évoquais au début, c'est un burn-out, c'est ça? C'est un burn-out. C'est un burn-out qui va ensuite se transformer, en dépression et qui va durer 2 ans, où je ne vais pas être en capacité de travailler. Donc 2 ans de profond mal-être, enfin là, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Donc là, tu es arrêtée pendant 2 années. Mmh. Entre 2018 et 2020. De 2018 à 2019, je suis vraiment dans le dur et j'ai eu la chance d'avoir avec moi un mec qui m'a laissé ce temps-là, sans pression, qui a tout géré à ce moment-là. L'intendance du quotidien, les enfants et tout, tu vois? C'est hyper émouvant pour moi d'en parler parce que j'ai vraiment eu cette chance-là, de l'avoir dans ma vie à ce moment-là et ouais, ça fait partie des choses, qui m'ont aidée à aller mieux, ouais.
au bout d'une année, là, tu as commencé peut-être à reprendre des forces et à pouvoir te poser les questions. Tu peux rentrer dans cette phase-là d'introspection. Et donc, tu dis assez vite, tu te rends compte que c'est l'environnement qui ne va pas. Qu'est-ce que tu entends dans l'environnement? Bah, l'environnement, c'est clairement le fait de pas assez être en contact avec la nature. Ce qui me fait du bien, c'est de marcher pieds nus dans le jardin ou même sur le gravier, je m'en fiche, tu vois? J'aime marcher pieds nus et dans ma petite rue, dans ma petite impasse à Saint-Ouen, je suis très souvent pieds nus, hein, mais j'aime être pieds nus, les pieds dans la terre, tu vois? Et Je comprends tellement. voilà, j'aime avoir devant moi, plein de nuances de vert, j'aime entendre les oiseaux, j'aime ça, j'aime, ouais, observer la nature qui, cohabite avec moi, sur ce petit bout de terrain, c'est et à l'époque, ouais, ça me manque, ça me manque. Moi, j'ai grandi en Corse, où à plein d'endroits, tu peux être seul, hein. Tu es là, tu vas, tu fais je faisais 10 minutes de voiture, j'habitais à Porto Vecchio, au bord de la mer et donc je faisais 10 minutes de voiture ou 15 minutes et je me retrouvais, posée sur un rocher, les pieds dans l'eau, seule. À Paris, je peux pas faire ça, tu vois? Il y a pas d'endroit, et je crois que j'ai aussi besoin de ça, de retrouver des endroits où il y a moins de monde, et des endroits où tu peux être seule. Ça, c'est tu peux avoir un bout de terre, un bout de ciel, un bout de forêt, juste pour toi et du coup, bah, il y a, en parallèle, des discussions avec des potes, avec qui on part souvent en vacances, et qui nous voilà, on se dit: «Ah ouais, nous aussi on en a marre, vas-y, on se casse». On le fait ensemble parce qu'on est quand même un peu flippés tous de se barrer, tu vois, de Paris, «Oh là là, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Ouh», tu vois? Je pense que c'est des peurs à la fois très irrationnelles, très conditionnées par plein de choses aussi, hein, de notre façon de enfin voilà, c'est très culturel, hein. Oui, et c'est très humain aussi. Très humain et puis très lié aussi à cette culture de la centralisation. Paris, c'est là où ça se passe. Tu montes à Paris faire tes études, donc de fait, bah, si tu redescends, il y a quand même sous-jacente l'idée d'une forme de déclassement, ce qui est absolument faux en réalité. Mais voilà, c'est comme ça induit dans notre culture qui est ce qu'elle est et voilà. C'est en train de changer petit à petit, mais bref, je digresse, et donc on est avec ce couple de potes et on commence à élaborer, des stratégies en se disant: «Ah bon, on va partir en vacances, pour, explorer, des endroits» et donc comme ça, on explore, Die, Montpellier et Montpellier, ding ding, voilà. Ça prend une tournure plus sérieuse, quoi, et ça veut dire que tout le monde est aligné, donc ton chéri, il est aligné avec l'idée de partir aussi? Ah, il est à fond. Ah ouais, et il y a ce couple d'amis aussi qui est à fond. Toi, j'imagine que ce projet-là, c'est aussi un joli moyen et un joli tremplin de sortir de cette période hyper sombre dans laquelle tu étais? Oui, bah, moi j'ai vraiment je suis à un carrefour, perso et pro en 2019 où, j'ai compris que je suis en dépression. Je commence un peu à l'accepter. Je n'ai plus envie de faire mon métier de journaliste. Je me dis que c'est fini, je veux plus être journaliste, ça n'a plus de sens pour moi d'exercer ce métier. Que, j'ai un profond, besoin de faire peau neuve, et de partir pour, ouais, pour me réinventer quoi, clairement. Enfin, tu vois? Et pour retrouver, des choses qui vont me permettre de je pense que je cherche un nouvel ancrage, tu vois? Et donc ce projet de Montpellier, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que, du côté d'Alexandra et Thomas, nos amis et de notre côté, chacun pour des raisons différentes, on a des choses à gérer dans voilà, dans nos familles, en lien avec les enfants et cetera, qui font que ce projet, il est, remis à plus tard. Voire, on se dit: «Bon, bah, en fait, c'était peut-être pas ça», tu vois, finalement. Ce qui était au départ quand même hyper évident et très spontané, très, où tout le monde se projetait et cetera. Bon, finalement, c'est un peu mis en suspens, et moi, je me dis: «Mais je suis hyper frustrée» et c'est à ce moment-là que, je vais, parler avec plein de gens qui ont dit Ciao Paris et que je connais, pour leur demander un peu comment ils ont fait. Parce que je suis quand même assez frustrée du fait que, ce projet ne se fasse pas, je le vis un peu comme un échec et je me dis: «Mais comment font les autres, quoi? Pourquoi nous on n'y arrive pas?» Et donc je me dis, en entendant toutes ces histoires, je suis hyper touchée par le fait que ce que j'entends, c'est, des gens qui, comme moi, ont vécu un moment de rupture dans leur vie, qui, les oblige à rebattre les cartes, en fait, de leur quotidien et cet événement les a changés et ils peuvent plus
avancer comme il le faisait, de la même façon qu'il le faisait jusque-là. Il y a déjà une mue quelque part qui s'est opérée et donc eux, ils ont besoin de faire les changements pour s'adapter à cette nouvelle facette d'eux et je me sens tellement comme ça. Ça te parle tellement, ouais. Mais oui, à ce moment-là, je sais pas du tout ce que je veux faire de ma vie, ni où je veux la vivre et donc je suis dans cette espèce de période de transition très inconfortable, et en même temps qui est un espèce d'énorme labo à plein d'endroits, tu vois? À plein d'égards, à plein de niveaux et c'est quand même passionnant, tu vois? Moi qui voulais être archéologue quand j'étais petite, bon là je suis servie. Tu ton propre chantier. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu vas aller revisiter toutes les dimensions de ta vie, personnelle, professionnelle, tout est en fait, tu t'autorises à tout remettre en question, mais quand même avec un fil rouge qui est: «OK, ça s'est pas fait avec ces copains-là, ce déménagement à Montpellier», mais tu lâches pas l'idée de quitter Paris et d'ailleurs, d'où l'idée de ces entretiens. Est-ce que c'est déjà Ciao Paris à l'époque? C'est déjà le podcast ou pas encore? Ouais, je l'ai lancé, en coulisses, tu vois? Dès 2019 et la première interview que je vais faire, j'y vais tremblante avec mon micro, je vais interviewer une copine pour, faire baisser un peu la pression. La forme est pas du tout définie, ce que je sais, c'est que je veux un format, joyeux, optimiste et réaliste et de gens qui me racontent comment ils ont fait, en espérant que ça guide aussi, moi, ma réflexion et mon chemin, perso, quoi. Tu vois, je fais les interviews en coulisses, je bosse avec Carole Debris à l'époque, qui est une super illustratrice qui me fait le logo, enfin, tu vois, je fais tout ça en coulisses, et c'est une façon pour moi aussi de me remettre au travail, de renouer avec le boulot pour la première fois depuis, 1 an et demi et c'est super. C'est voilà, ça me réconcilie aussi un peu avec mon métier. Oui, en fait, tu lui donnes du sens là. Ouais et mais je me dis: «C'est une parenthèse». Je me dis: «Ce podcast, je l'arrêterai quand je serai partie. Quand j'aurai dit ciao Paris, je l'arrêterai et puis voilà». Bon, sauf que l'histoire, on va l'entendre, elle va s'écrire un peu différemment. Ouais, c'est ça et finalement donc je le lance, je me dis: «Bah, je vais le lancer en mars 2020». En mars 2020, au moment où moi je commence à vraiment sortir de ma dépression, où je reviens à la vie quelque part, bah, le monde s'arrête et du coup, j'ai pas sorti le podcast parce que j'étais aussi un peu, dans la sidération. Enfin, tu vois, je pense comme tout le monde et on a vraiment profité de cette parenthèse, voilà. Ça a été un beau moment, j'ai l'impression pour toi, la Ouais, manière ça a été plutôt un beau moment, même si, voilà, il y avait quand même un contexte assez anxiogène et cetera. On a quand même, vécu ça comme une parenthèse, ensoleillée et moi, ça m'a aussi, fait du bien parce que je me suis sen ça m'a déculpabilisée, en fait, de moi m'être arrêtée, de plus être en capacité de travailler, de m'occuper de mes enfants, d'assumer le quotidien j'étais en incapacité totale, tu vois? Et là, j'ai énormément culpabilisé jusqu'à ce que j'intègre le fait que c'est une maladie, la dépression, que c'était pas de ma faute, en fait. Et là, tout à coup, bah, le monde lui aussi s'arrêtait et quelque part, bah, ça m'a fait du bien, ça m'a déculpabilisée, en fait. On a tous besoin de moments de respiration, contraints ou pas, mais donc là, ça avait été ton cas juste avant et puis le Covid te montrait que la terre elle-même, elle réclamait ça aussi Ouais, et en même temps, ce qui est drôle, c'est que, s'il y a bien un moment où les Parisiens ont commencé à se dire: «Ciao Paris», c'était avec le Covid donc tu arrivais au bon moment en fait. Tu étais complètement raccord avec l'actualité. ouais. C'est vrai que le timing de lancement, donc en juin 2020, il était parfait, quoi. Tout le monde pensait que ce serait des histoires liées au Covid d'ailleurs, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque et Ouais, oui, tu les avais tournés avant tes premiers épisodes. ouais. Et est-ce que vous aussi, le Covid va vous faire, vous dire: «Non mais là vraiment, ça suffit, nous aussi ciao Paris»? Il y aurait pas eu le Covid, on serait partis quand même, je pense. On avait déjà, mis en route ce projet-là, donc je pense qu'on serait partis quand même. Après, ce qui a été il y a plusieurs facteurs qui ont été, des accélérateurs et notamment, le fait que, ma sœur habite, pas très loin de chez moi. En janvier 2021, donc 1 an après que j'ai lancé le podcast à peu près, elle me dit: «Valérie, dans 6 mois, je suis à Toulouse». Je me rends compte au moment où elle me dit ça, qu'en fait, moi, à ce moment-là, je sais pas trop où aller vivre, je sais pas, je me rends compte que ça fait partie des choses qui me retiennent. C'est qu'elle habite à 20 minutes de chez moi, on se voit tous les week-ends, nos enfants ont 9 mois d'écart, très fusionnels eux aussi et donc quelque part, je ne m'autorise pas non plus à partir,
pour pas m'éloigner d'elle, tu vois? J'ai pas envie de m'éloigner d'elle et donc quand elle me dit ça, bah, il y a une forme d'autorisation effectivement qui je m'en aperçois rétrospectivement et donc on va, nous, 1 mois plus tard, visiter Toulouse et les environs et voilà et ça nous plaît beaucoup et on se dit, quand on revient, qu'on retraverse à nouveau, la grisaille, cette espèce de densité urbaine, tu vois, qui augmente petit à petit et les trucs se resserrent et là je me dis: «OK, c'est plus possible en fait». Sauf que je rétropédale à nouveau. Mon mec: «Oui, alors en fait, tu sais, finalement, je pense que ça serait mieux si on le faisait dans 1 an». Pourquoi? Parce que je venais de lancer Ciao Paris depuis 1 an. Je commençais à comprendre que, je pouvais faire un métier du podcast, que ça pouvait être une forme de reconversion. C'est une vraie envie à ce moment-là, parce que j'aime profondément mon métier, j'aime profondément, parler, à d'autres êtres humains, comprendre leur parcours, leur chemin, par quoi ils sont passés, vers où ils ont envie d'aller, pourquoi, comment, tout ça, enfin ça me passionne. Je comprends aussi que, il y a une vraie mission quelque part avec ce projet, parce que toutes ces peurs dont on parlait tout à l'heure, liées à cette forme de déclassement, qui est un peu, sous-entendue, dans l'idée de monter à Paris et de redescendre en province, en fait, ça m'énerve. Ça m'énerve et ça me donne aussi envie de défendre, de couper la tête à cette idée reçue-là, bah, de m'accompagner moi à traverser ça et aussi d'accompagner, toutes celles et ceux qui m'écoutent et je me rends compte que c'est le cas parce que, bah, on échange vachement en MP sur ces sujets-là et tout et c'est génial je retrouve du sens, en fait et à ce moment-là, je rétropédale, mais je pense que je suis un peu flippée et puis j'ai une de mes meilleures amies, à ce moment-là, qui est très malade. Je me vois pas la laisser enfin, je j'arrive pas à me dire que je vais la laisser, quoi et donc on est au mois de mars et donc j son état empire et en fait, mois d'avril 2021, il y a un énième confinement et là, mon amie décède. Et donc c'est évidemment, un moment, terrible à traverser, mais elle me fait aussi quelque part, il y a aussi ce cadeau, comme dans tous les événements, voilà, un peu brutaux, que peut, offrir la vie, il y a toujours les 2 côtés de la pièce et c'est vrai que moi, ce que ça me fait dire, c'est que je me dis: «En fait, pourquoi dans 1 an? En fait, non, c'est maintenant». Eh oui, c'est un appel à la vie là tout d'un coup. Je sens que c'est vital, qu'il faut que nous, on trace hors de cette ville. Après, c'était même au-delà de Paris, tu vois? C'est vraiment ce besoin d'aller vers une vie à laquelle j'aspirais. J'aspirais à autre chose, j'avais du mal à en définir les contours véritablement. Là, ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a poussée à agir et à me dire: «Bah, on inventera en faisant, en fait». Et à côté de ça, ce qui me pousse à agir aussi, c'est mon mec qui est dans l'entrée avec la valise en me disant: «Bon, ça y est, tu as fini là de faire marche arrière, marche avant, marche arrière?» parce que lui, en fait, c'est épuisant pour lui, tu vois? Tu te rends compte? Je lui dis oui, donc ça y est, il se projette, il est déjà parti dans sa tête. Puis non, en fait, il faut qu'il revienne poser ses valises, donc si tu veux, bon voilà et en fait, 2 mois après, on a déménagé. Ah oui, donc finalement le rétropédalage, ne dure pas longtemps et par contre une fois que tu enclenches la seconde, tu enclenches aussi la troisième, la quatrième et la cinquième, quoi. Ah oui, non, moi quand j'y vais, j'y vais. Tout ou rien, je suis un peu tout ou rien. Et Toulouse, pourquoi? Parce que tu dis que vous y passez un moment, enfin sur des vacances. Est-ce que c'est un peu par hasard en vous disant: «Oh, la ville est doit être sympa, on est dans le sud, il fait beau» et cetera? Ou vous avez des attaches là-bas? Moi, j'ai un peu de famille à Toulouse et sur les environs. Je sais qu'il va y avoir ma sœur et puis, la proximité des Pyrénées, ça a vraiment, vraiment, beaucoup joué. Ça a été un appel, très fort et donc là, ça y est, on arrive en juin 2021. Et j'aime bien cette dimension-là que tu soulignes en disant: «OK, j'ai accepté en fait de n'avoir pas toutes les cartes en main et de faire avec cette part d'inconnu propre au changement en fait». Comme si tu avais lâché quelque chose et que tu dis: «OK, maintenant c'est bon, j'accepte cette part-là aussi et on y va». Ouais, c'est très juste et c'est vrai qu'en vrai, quand je tout à coup, en t'écoutant le dire, je me rends compte que c'est à chaque fois que j'ai pu, avancer ou en tout cas que les changements, les avancées se sont concrétisés, ça correspond aussi à des moments où j'ai lâché prise, ouais. Et alors comment ça se passe ces premiers temps-là de cette vie, imaginée, peut-être même rêvée depuis quelques années en fait? Est-ce que la réalité ressemble à ce que tu avais en tête? Bah, pas du tout parce qu'au départ, quand je suis partie, ce à quoi je rêvais,
C'était un lieu. J'avais déménagé à la campagne. J'avais une maison avec un local à côté dans lequel j'aurais fait un café brocante et un café brocante podcast, tu vois. Vraiment, je suis encore tellement dans le cliché de la bobo, c'est terrible. Quel enfer. Et donc, mais ce lieu me faisait tellement de bien. Où voilà, c'était un café brocante podcast où les gens pourraient venir à la fois boire des coups, chiner, et en même temps où je pourrais me raconter leur vie et on enregistrerait des podcasts. Enfin, voilà. Et finalement, en fait, ce lieu, c'est un peu de Ciao Paris. C'est pas un lieu physique, mais c'est pour autant un lieu réel. Oui, il est virtuel, mais bien réel. Ouais, c'est une plateforme où en fait, je rencontre des gens que ces parcours de vie et ces parcours de mobilité questionnent autant que moi, intéressent autant que moi et qui partagent aussi ce chemin-là. Et donc, on en discute, on échange. Elle me donne des idées d'invités, elle me donne des idées de sujets. Ça se nourrit, c'est des vraies rencontres, quoi. Mais pour autant, voilà, cette première année là, en tout cas, elle est pas hyper confortable, descente, on va dire, où il faut reconstruire tous les chemins du quotidien. Et je refais aussi une rechute de burn-out à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tu en fais trop justement au moment du déménagement? Ouais, je pense qu'à ce moment-là, j'en fais trop. Je cherche aussi comment je peux gagner ma vie en faisant mon métier autrement que ce que je le faisais jusque-là. Là, j'ai un podcast qui est un média indépendant. J'ai quelques partenariats qui me permettent de gagner de l'argent, mais pas suffisamment pour en vivre à ce moment-là. Et puis, moi, je sais pas trop, j'ai pas trouvé mon modèle, en fait. Il faut que je l'invente. Oui, tu es sur un nouveau média, il y a tout à imaginer et créer. Ce qui est passionnant, mais le challenge est à la hauteur de la passion que ça représente, ouais. C'est ça. À un moment, je pense qu'il y a aussi une direction que je prends qui est pas la bonne pour moi, d'où la rechute de burn-out. Et là, je me dis: «Ah ouais, OK, j'ai compris». Pendant 15 jours, je suis allongée, HS. Bon, c'est pas aussi fort que la première fois, mais voilà, je dors beaucoup pendant 2 semaines et je me dis: «Ah d'accord, j'ai compris». Et là, je me dis: «OK, donc en fait, quand je fais ça», la fille, il faut du temps, il faut lui expliquer longtemps pour qu'elle comprenne, mais elle a enfin compris. Et là, je me dis: «OK, donc là, en fait, ça, c'est des automatismes que j'avais». Où je me dis: «Oui, il faut faire comme ça». Non, pas du tout. En fait, là, je comprends à ce moment-là que je suis à mon compte, avec les difficultés que ça peut représenter qu'on évoquait, mais surtout avec quand même ce truc de ouf incroyable que tu peux en faire ce que tu veux. J'adore ces moments, tu sais, dans la vie où tu sais pas quoi faire à manger et tu regardes ce que tu as dans ton frigo et tu fais avec et tu inventes une recette un peu comme ça. Bon, pour moi, c'est ça, tu vois? Et donc, je me dis: «Beh, OK, génial». Donc je sais que ça va prendre du temps, mais j'y vais, quoi. Et donc voilà, je fais ma recette petit à petit, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore en cours parce que, ça se peaufine, quoi. Mais aujourd'hui, je vis du podcast, mon entreprise. J'ai donc Ciao Paris. Je crée aussi des podcasts, pour d'autres. Créé un podcast pour la ville de Vannes qui s'appelle «Écoutez Vannes» sur le patrimoine local. Et voilà, et puis je fais, de l'accompagnement en stratégie édito, du conseil en stratégie éditoriale. Et voilà, bon, je suis pas millionnaire, mais je fais ce que j'aime. Je le fais à mon rythme, en essayant de pas trop écouter, cette petite voix dans ma tête qui me dit qu'il faut beaucoup travailler. Et tu vois, récemment, là, j'ai à nouveau, il y a pas très longtemps encore, flirté avec le surmenage. De toute façon, quand même, il y a une phrase qui m'a vraiment, fait l'effet d'un coup de marteau. Mais avant de te dire cette phrase-là, je veux quand même, dire que quand tu fais un burn-out, ce qu'on ne te dit pas, c'est que probablement tu vas rechuter. Pourquoi on rechute? On rechute parce qu'en fait, il y a des automatismes qu'il faut, laisser mourir, qu'il faut identifier et laisser mourir pour prendre des nouvelles habitudes. Et c'est un entraînement, que de s'écouter, et il y a des moments où on oublie. Moi là, ces derniers mois, j'avais un peu oublié de m'écouter, ou j'avais pas envie plutôt. Je me disais que c'était pas la peine et je pense que c'était probablement, j'ai perdu mon papa là, il y a pas très longtemps et donc c'est probablement trop douloureux, tu vois, pour que j'ai envie de regarder ça vraiment. Et donc évidemment, il y a un truc qui a un petit peu, hop, qui est On se revenu, réfugie, oui, c'est facile d'aller dans le travail dans ces cas-là, bien sûr. voilà. Et en fait, non, je pense qu'il y a vraiment un truc d'entraînement après, enfin pendant et après, de mettre
plein de moments de rien, de choses qui font du bien, de la créativité, de n'importe quoi qui fait du bien. Moi, c'est, marcher pieds nus dans mon jardin, écouter les oiseaux et cette phrase que j'ai entendue il y a pas très longtemps, qui m'a vraiment fait, l'effet d'une porte dans la gueule, tu vois? Mais dans le bon sens du terme, c'est, quelqu'un que j'ai entendu dire, «Je ne veux pas avoir écrit sur ma tombe le regret d'avoir trop travaillé». Et là, je me suis dit: «Mais meuf, c'est quoi ton problème avec le de mettre autant d'enjeux dans le taf?» Enfin, tu vois, au-delà de l'aspect, financier, qu'est-ce qui fait que, pour moi, c'est si important? Alors, je suis entrepreneur, donc ce qui fait que, bah, si je travaille pas, je gagne pas ma vie. Bon, on peut comprendre, mais c'est pas là-dessus que j'ai fait un burn-out. J'étais salariée quand j'ai fait un burn-out. Donc, tu vois, il y a quand même un truc qui est toujours là, alors qui va mieux, que je comprends vraiment au fil des années et mais, c'est un chemin, quoi. C'est un chemin. Ouais, et c'est intéressant de voir à quel point ça t'oblige à mieux te connaître et à bien t'observer pour détecter peut-être les signaux faibles qui vont te permettre peut-être de pas retomber, de pas replonger complètement dedans. Après, ce que j'entends, c'est effectivement quand on est entrepreneur, on a du mal à mettre des limites, hein. On va pas badger à 18 heures en disant: «C'est bon, la journée est terminée». Ça marche pas comme ça. Et puis l'autre point, c'est, je l'entends, tu as trouvé ta place dans un truc qui te passionne. Donc c'est là encore, comment mettre une limite quand en fait, ce que tu fais, tu as pas l'impression de bosser puisque tu adores ce que tu fais? C'est compliqué. Et pour autant, tu soulignes un point qui est, bah, ta santé physique, mentale, elle doit prévaloir sur tout ça. C'est très dur de trouver le curseur, ouais. Bah, moi, mon curseur, c'est, la joie, le plaisir. Ça a toujours été ça, mais là, c'est vrai que je l'ai formalisé, notamment au fait que j'entreprends, alors pas en soloprenariat, j'entreprends dans une CAE, qui est, comme une coopérative, en fait. Je suis associée dans une CAE qui s'appelle Suite 126, qui est basée à Toulouse et c'est un collectif d'entrepreneurs où chacun, gère son activité de manière indépendante, mais on pilote notre activité quand même en collectif. On a une activité commune sous la bannière Suite 126 qu'on fait vivre, qu'on fait grandir. Ça nous permet de mutualiser les frais de gestion, d'une entreprise. Ça me permet moi aussi de me salarier. Moi, j'avais besoin d'entreprendre, mais j'avais besoin de le faire dans une forme de sécurité. On n'évoque même plus l'aspect, la vie perso, la vie à la campagne près de Toulouse. Est-ce que c'est parce qu'en fait c'est tellement évident? Enfin, j'aimerais bien savoir aussi comment c'est pour cette Parisienne qui avait tant de mal à quitter Paris. Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus ou en moins cette vie-là par rapport à ce que tu vivais à Saint-Ouen, par exemple? Je dirais que je peux pas comparer parce que j'étais pas la même. Je suis toujours moi, mais c'était pas du tout les mêmes moments de ma vie quand j'étais à Saint-Ouen et quand je suis ici. C'est une continuité, en fait. Ce que j'ai en plus ici, c'est, du vert, des espaces naturels à dispo qui sont, une ressource énorme pour moi. Le fait d'avoir retrouvé un territoire de vie à taille humaine, ça j'aime beaucoup. Le fait d'être aussi dans un territoire où il y a, une culture locale, moi, qui me touche beaucoup, il y a vraiment, un art de vivre ici, très joyeux, très bon vivant, quoi. Tu vois, les gens ici, quand je suis arrivée, je me croyais aux États-Unis parce que je suis arrivée, tout le monde me disait, dès que il y avait un échange ou quoi avec quelqu'un, c'était, «Avec plaisir». Je disais: «Mais, je suis aux States ou quoi, tu viens pour boire?» Non, non, pas du Et tout, non, en c'est fait, c'est juste gratuit. le jour. En fait, c'est le de rien. Enfin bon, c'est quand même génial de dire: «Avec plaisir» à la place de rien. Tu vois? Ça dit vachement de l'état d'esprit de la culture locale, quoi. Enfin, je me suis vraiment sentie accueillie et j'ai de plus en plus l'envie de m'ancrer localement, notamment professionnellement, parce que sur l'aspect perso, on le fait beaucoup, on s'est assez vite, refait des potes ici, et quand même, Thomas et Alexandra avec qui on avait, fomenté le projet, montpelliérain, nous ont rejoints il y a 1 an et demi. Génial. Et ta sœur aussi est là? Ma sœur est arrivée 1 an après moi, Alexandra et Thomas encore 1 an après. Et donc voilà, on a toute une petite tribu, qui est géniale. Alexandra, c'est un peu comme ma sœur, hein, donc on se connaît depuis plus de 20 ans, c'est comme ma sœur. Et c'est vrai que voilà, avec son mec, ses enfants, on se connaît bien, on s'adore et c'est génial de les avoir là. Donc voilà, on a notre petite tribu, plus celle qu'on s'est faite ici aussi. Les enfants, ça y est, ils sont dans leur élément.
Ça n'a pas toujours, enfin, été, voilà, évident. Il a fallu, des petits steps d'adaptation, mais franchement, ouais, je suis bien, je suis bien. Est-ce que je me sens chez moi? Non. Est-ce que je me sentirais chez moi dans cette région? Probablement pas. Je le sens pas comme ça, mais j'en ai pas forcément besoin. D'accord, ça t'empêche pas d'y être bien. Ça m'empêche pas d'y être bien, ça m'empêche pas de savoir que, bah, ma place, elle est là, aujourd'hui, même si cette fenêtre, que tu as ouverte avec ton eau paradisiaque, ça plus le moment tu vois, hier, j'ai eu mon cousin qui vit à La Réunion, lui, il est parti, il a checké sur Paris pour La Réunion et là, il revient